Nous vous disons merci à vous fidèles téléspectateurs. C'est vrai, on avait annoncé et j'ai vu autant de réactions dans les réseaux sociaux parce que vous avez voulu à ce que nous puissions le recevoir dans les cadres de votre émission Rendez-vous du soir. Ici, nous traitons l'actualité, nous traitons des sujets importants de la société avec les acteurs politiques majeurs de notre pays. Mais aujourd'hui, comme annoncé, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, pour la toute première fois sur cette chaîne, le président Bob Bolaboué, lui qui est le président du RPDR. Il est au cadre de la MOCA, il siège dans la commission présidentielle, ainsi de suite, avec tout le monde, les failles, c'est un cadre influent. Vous les voyez toujours au front avec Martin Fayoulou et les autres. Il est là avec nous, président Bobo Laboué. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation. Micro. Oui, je disais que merci beaucoup de votre invitation. Voilà, président Bobo Laboué, avec vous, on a préféré parler de quelques points importants parce que l'actualité, selon vous, reste dominée par notre héros, Patrice Emery Lumumba. Vous avez souhaité à ce que nous puissions parler de Lumumba face à l'actualité politique, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la création de la richesse au Congo. Dans ces sujets, il y a trop de questions très questionnantes, mais d'entrée des jeux, président Bobo Laboué, ce qui est vrai, souvent vous restez trop en France. Quand vous revenez au Congo, pensez-vous que la RDC, c'est un enfer? Bon, enfer, non, mais je vais dire que c'est un pays où rien ne va. Rien ne va, je pense que, d'ailleurs, je prends par exemple le cas de mes enfants, souvent ils me posent la question, papa, qu'est-ce qu'il va faire dans ce bordel de pays? C'est que le Congo n'a pas de bonne réputation. Parce que, comme vous le savez très bien que sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, même sur le plan sécurité, rien ne marche. Quand on évoque la RD Congo, on parle de la guerre de l'Est. Quand on parle du RD Congo, on parle du social, comment dirais-je, qui fait que les gens vivent très mal. Voilà, donc non, je ne dirais pas que c'est l'enfer, parce que j'ai jamais été en enfer, je ne peux pas comparer avec l'enfer. Bon, mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est parce que nous manquons les hommes à l'auteur de la République démocratique du Congo, ou c'est parce qu'il y a plus des jouisseurs qui ont traversé le gouvernement? Bon, je pense que le problème du Congo, si vous lisez un peu l'exposé des motifs de notre constitution, l'actuelle, il est dit au point 1, la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 60, elle a connu beaucoup de crises politiques récurrentes, dont l'illégitimité des institutions et des animateurs sont à la base. Voilà. C'est-à-dire que si aujourd'hui, comment dirais-je, on élit Delphin comme président ou député, on nomme par exemple X ou Y, la population ne se reconnaît pas aux gens qui n'ont pas voté, et puis ça crée des problèmes. Vous savez, puisque moi parler de Lumumba, le gouvernement Lumumba investi le 30 juin 60. C'est le seul gouvernement légitime que le pays a connu. Et lorsqu'on arrive le 5 septembre 1960, Mobutu, Mobutu fait son premier coup d'État le 14 septembre. Il fait son premier coup d'État. Il arrête net le processus démocratique. Depuis, Mobutu a accédé au pouvoir. Il a fait 32 ans au pouvoir, dans l'illégitimité. Laurent Désiré Kabila est arrivé par un coup de force. Il a pris le pouvoir dans l'illégitimité des animateurs et des institutions. Après, son fils adoptif est arrivé, Joseph Kabila. Il a pris le pouvoir comme si on était dans un royaume. Le père s'en va, le fils vient. Fils adoptif, vous voulez dire quoi? Parce qu'on sait que Kabila et Jeannette, ce sont des jumeaux. Quand vous parlez de fils adoptif, vous voulez changer l'histoire ou bien comment? Non, je disais que Joseph Kabila est arrivé aussi dans l'illégitimité. Bon, on va à Sun City. Sun City, on met en place 1+4. 1+4, le peuple n'a jamais choisi ses dirigeants. On va aux élections en 2006. Bemba gagne
Kabila s'impose dans l'illégitimité. En 2011, Étienne Le Feu Tshisekedi gagne les élections. Kabila s'impose, illégitimité. Et comme tu le sais, 2018, Fayulu gagne, Kabila impose Félix, illégitimité. Alors vous voyez, c'est-à-dire que lorsque le dirigeant arrive au pouvoir sans la volonté vraiment populaire, ils ne sont pas investis de cette légitimité populaire, ça devient compliqué pour eux. Dans ces cas, ils vont tout faire pour rendre compte à ceux qu'ils ont mis là, et non pas à la population. D'où le difficulté qu'ils sont en train de connaître. Voilà, président Bobo Laboué, je rappelle que vous êtes président du RPDR, vous êtes membre de la MOUCA, donc vous êtes en train de faire l'opposition à la résistance. Le RPDR est membre, le micro. Le RPDR est membre du collège du président de la MOUCA, dont moi j'en fais partie. Dans la MOUCA, il y a deux, disons, partis fondateurs de la MOUCA. Il y a le CID de Martin Fayulu, il y a Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou. Le RPDR, mon parti, est membre adhérent. Mais moi, je siège au niveau du collège du président de parti politique membre du RPDR. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous, on n'a jamais accepté, comment dirais-je, la défaite du peuple, parce qu'en fait, le peuple avait gagné. L'instrument utilisé, c'était Martin Fayulu. Mais lorsqu'on a fait le hold-up électoral, comment dirais-je, en 2018, jusque-là, nous, on n'a jamais accepté ce régime-là. C'est pourquoi on s'est dit, dans la résistance, l'opposition, ça suppose que vous êtes parti aux élections, vous avez perdu et vous reconnaissez la majorité au pouvoir. Mais nous, c'est le contraire. C'est nous qui avons remporté les élections et on veut nous mettre dans l'opposition. Non, nous sommes dans la résistance. Donc vous êtes dans la résistance, donc même le parti prévu dans la Constitution qui devait être pris en charge par le gouvernement, vous boycottez cela aussi. Mais c'est là-bas d'espoir. C'est la conséquence logique du fait que nous ne reconnaissons pas ni les institutions actuelles, ni leurs animateurs. Donc Martin Fayulu reste dans sa logique du président élu. Tout à fait. Avant de parler de notre sujet, mais il y avait quand même, on a radié, si je peux le dire ainsi, M. Mouzitou comme député national. Et pour vous, une bonne chose afin qu'il fasse sa politique, parce qu'apparemment, c'est comme si il avait un pied dedans, un pied dehors, hein, dans l'Union sacrée, et aussi dans la MOUCA, il y avait un peu de couac. Non, pas vraiment. Je pense que M. Mouzitou, il a très bien expliqué lui-même. C'est qu'il a été élu par le peuple pour faire un travail, comment dirais-je, en faveur du peuple. Et quand vous lisez, je vais dire, le tribune de Mouzitou, les interventions de Mouzitou à la télévision, il intervient pour le peuple. Même si c'est vrai qu'il n'insiste pas au Parlement, parce qu'il ne reconnaît pas ces institutions-là, mais il sait que c'est le peuple qui l'avait élu. Donc il est, comment dirais-je, en osmose avec le peuple. Voilà, maintenant on l'a exclu. On l'a exclu. Mais je veux dire que quand vous regardez un peu cette mesure-là, ça n'a touché que beaucoup de l'opposition ou bien de la résistance. Au niveau du pouvoir, on n'a exclu pratiquement personne. Mais c'était logique parce que Mouzitou fait 3 ans, il touchait quand même les contribuables congolais, mais il n'a jamais siégé. Un homme honnête ne pouvait pas toucher cet argent. C'est ça que je vous dis. Donc pour défendre le peuple, on n'est pas forcément obligé de le défendre dans l'hémicycle. Il défend le peuple partout. Il a un mandat de député que la population lui a octroyé. Il a ce statut-là. Et avec ce statut, il défend, comment dirais-je, le peuple, mais pas forcément à l'hémicycle. Mais selon les règlements de l'Assemblée nationale... Que lui ne reconnaît pas. Mais quand même, il touche l'argent. C'est ça que j'ai dit, c'est l'argent du peuple. Il ne reconnaît pas les règlements, oui, mais du moins, il touche l'argent. Ça, ce n'est pas la malhonnêteté. Bon, moi, je pense que lui-même, le Premier ministre... Il est de la MOUCA, vous êtes président, vous siégez dans la conférence des présidents, vous devez quand même vous faire des reproches. Hein, Non, mais je veux dire que c'est un sujet, comment dirais-je, on n'a pas débattu de ce sujet-là, mais je vous dis ce qu'il lui-même avait répondu. Il a été élu pour un mandat du peuple pour 5 ans, pendant 5 ans par un parlement que lui ne reconnaît pas, un parlement illégitime,
Mais par conséquent, il continue à travailler pour la dernière, par exemple. Il a fait beaucoup de tribunes. Il a lancé beaucoup d'idées. Les tribunes Tout à extra-parlementaires. fait extra-parlementaire parce qu'il ne reconnaît pas ce Parlement-là. Il reconnaît son statut de député. Il reconnaît que le peuple l'a élu. Il reconnaît qu'il a un mandat populaire, mais pas pour siéger dans cet hémicycle-là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est pas sérieux, malgré ce n'est pas notre sujet, mais vous êtes de la Mouka, acceptez qu'on vous pose toutes ces questions parce que c'est votre collègue président. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est pas sérieux quand Mouzito reconnaît qu'il a été élu par la population, confirmé par la Cour constitutionnelle, là il s'est bon blétard. Mais quand Tshisekedi est confirmé par la même Cour, là vous dites qu'il n'est pas légitime, il a été nommé par Kabila. Est-ce que c'est logique? Non, le problème c'est que dans ce Parlement, sur 10 députés, il y a au moins 8 qui sont nommés. Et Mouzito fait partie de 2 qui étaient réellement élus. Voilà. Voilà, on a compris que vous avez trop de réserves par rapport à cette question. C'est pas un problème, vous n'êtes pas Mouzito, mais dis-moi, vous portez le fardeau de la Mouka. Notre sujet, aujourd'hui, on a bien annoncé les sujets. Lumumba face à l'actualité politique, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la création de la richesse au Congo. Commençons d'abord par la personne de Lumumba face à l'actualité. Qui est Lumumba pour vous? La Mouka, est-ce que Lumumba représente quelque chose pour vous? Parce que Faïl, il est tshisekidiste, Mouzito, lumumbiste, et vous? Bon, moi je suis lumumbiste idéologique. Donc je suis lumumbiste, je dirais même pur sang. Moi je connais Lumumba dans les années 82. Je suis lumumbiste depuis 82. Je me bats. Vous avez accepté les combats de Lumumba depuis 4 ans. Vous n'avez pas connu parce que Lumumba était déjà mort depuis 9 ans. Je ne l'ai pas connu physiquement. Oh, voilà. Mais je l'ai connu. Vous avez accepté les combats. Idéologiquement, depuis 82. Et à l'époque, j'étais encore étudiant en France. J'ai eu à faire beaucoup de manifestations, beaucoup de comment dirais-je, de trucs en faveur de Lumumba pour faire connaître le combat de Lumumba. Lumumba, pour nous, c'est d'abord un patriote, nationaliste, un panafricain, et puis quelqu'un qui s'est battu contre la colonisation, un anticolonial. Donc il a ces 3 casquettes-là. Un patriote nationaliste, quelqu'un qui s'est levé, parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas en Lumumba, Lumumba, il faut le prendre sous 2 angles. Le micro. 2 aspects. Avant 1958, Lumumba était le produit de la colonisation, comme tout colonisé. Il avait écrit un livre, Congo, terre d'avenir, était menacé, en 1956. Dans ce livre, Lumumba faisait un peu l'apologie du colonialisme, comme tout colonisé. Il soutenait même la communauté belgo-congolaise. Le roi devait rester le roi, mais le roi pour les Congolais, aussi pour la Belgique. C'est un peu comme ce que les Antillais ont fait en France. Lumumba soutenait cette idée-là. Mais lorsque, en 1958, Lumumba se rend à Accra, dans une conférence là-bas à Accra, il rencontre Franck Fanon, il rencontre Kwame Nkrumah, il rencontre Modibo Keïta, il rencontre tous ces autres panafricanistes. On a vu le 30 juillet 60, un Lumumba tenir debout devant le roi pour attaquer le colonialisme, pour attaquer l'impérialisme. Voilà comment est-ce qu'un homme peut changer. Lumumba, c'est quelqu'un qui change, qui apprend vite. Soutenant les thèses colonialistes avant 58, de retour à Accra, en contact avec les autres leaders panafricanistes, il revient avec un discours radical, exigeant l'indépendance et condamnant la colonisation. Vous savez, le roi belge vient d'arriver. Le roi Philippe. Le roi Philippe. Le roi Philippe a condamné, en quelque sorte, le système colonial de l'époque. Il avait dit que c'était vraiment un système injuste. Peu du racisme.
Mais qu'est-ce qu'on reproche chez Lumumba? C'est ce que Lumumba avait dit. Le 30 juillet 60. Exactement ce que Lumumba avait dit. Mais on l'a tué, on l'a assassiné à cause de cela. Aujourd'hui, 62 ans après, le roi vient dire la même chose. Donc, il réhabilite le combat de Lumumba. Lumumba, je disais que c'est un patriote. Un patriote, comme disait un ministre du roi Louis XIV. Lorsqu'une ville est assiégée, lorsqu'il y a encore des patriotes dans la ville n'est pas encore tombée. Parce que les patriotes, c'est des hommes et des femmes capables de se sacrifier pour sauver la ville. Et Lumumba fut un grand patriote. Donc aujourd'hui, le Congo est agressé. Le Congo est menacé par le multinational anglo-saxon. Comprenez par là les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Tous ces pays qui ont l'anglais comme langue commune, ils ont décidé de piller le Congo. Ils ont décidé de mietter, de diviser, de balkaniser le Congo. Et pour y arriver, ils ont décidé d'utiliser le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi comme bras armés. Mais à ces trois pays, ils ont aussi ajouté la Tanzanie, aujourd'hui le Sud-Soudan et le Kenya, pour accomplir cette mission-là. Lumumba, patriote, serait vivant aujourd'hui, il mènerait la guerre contre tous ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on accède à l'indépendance, le 30 juillet 60, 11 jours seulement, 11 jours, soit le 11 juillet, Tchombe déclare la sécession du Katanga. Katanga devient un État indépendant, soutenu par la Belgique. Le 8 août, Kalonji, dans le sud Kasaï, déclare la sécession du Kasaï. Le pays balkanisé, Lumumba, comme Premier ministre, il s'est levé. Il s'est battu pour remettre ces deux provinces dans le giron du Congo. Vous voyez un peu que Lumumba, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'intégrité territoriale du Congo. Il s'est battu pour la souveraineté du Congo. Aujourd'hui, le combat de Lumumba est d'actualité. Il serait vivant aujourd'hui. Il ne tolérera jamais que le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays-là puissent se jouer du Grand Congo. Alors, président Bobo Labé, je précise que vous êtes président du RPDR, vous êtes au cadre de la Mouka, mais ici on parle pays, on parle Lumumba. Lumumba, c'est une valeur qui nous met ensemble. Alors, vous avez dit Lumumba face à l'actualité. Présentement, vous dites que si Lumumba se réveille, il ne va pas tolérer, s'il était vivant, il ne va pas tolérer ce qui se passe avec le Rwanda. Mais apparemment, dans l'histoire, plutôt le problème, ce n'est pas le Rwanda. Selon certaines sources, on avait mal divisé le pays. À l'époque, on partageait presque la même royauté avec le Rwanda. C'est là où il y a le nœud du problème. Ils sont fistrés. Est-ce faux? Vous savez, lorsque en 1963, le père fondateur du panafricanisme, de l'unité africaine, ce qui est devenu aujourd'hui l'unité africaine, mais l'OIA à l'époque, il y avait eu un grand débat. Le débat portait sur le fait qu'il y a une partie qui voulait qu'on crée les États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique, comme on essaie aujourd'hui de créer les États-Unis d'Europe ou les États-Unis d'Amérique. Mais les forces impérialistes, ils ont eu peur. Si on mettait en place les États-Unis d'Afrique, ils ne pourront plus continuer à piller l'Afrique. Ils ont opté pour l'organisation de l'unité africaine, donc l'OIA. Mais tous les gens qui étaient là-bas, ils avaient adopté un principe. On ne doit pas, sous aucun prétexte, remettre en cause les frontières héritées de la colonisation. Donc, lorsque, en 1960, le Congo accède à l'indépendance, il a accédé à l'indépendance sur un territoire ou bien une superficie de 2 345 000 km². Il n'y avait pas de Rwanda. Il n'y avait pas d'Ouganda. Est-ce faux? À l'époque, on partageait la même royauté avec le Rwanda. Si oui, on était presque un même peuple. Non.
Alors, il y a eu l'injustice, le Rwanda est devenu trop petit, et la RDC a toutes les terres que nous avons, et c'est un combat historique. Hein. Le Rwanda vit une colonisation allemande. Lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, on a mis le Rwanda sous tutelle de la Belgique. On a divisé justement, comment dirais-je, le pays colonisé par l'Allemagne. Le Togo, le Rwanda, tous ces pays, on a mis ça entre les mains, particulièrement le Rwanda et le Burundi, entre les mains de la Belgique. Mais lorsqu'on accéda à l'indépendance en 1960, comment dirais-je, cette union n'existait plus. Donc on a accédé non pas avec le Rwanda, ni avec le Burundi. Donc chacun est revenu dans son cas. C'est pourquoi je dis que le micro. Comment dirais-je, à Addis Abeba, lorsqu'on avait créé l'Union, l'Organisation de l'Unité africaine, on avait adopté le principe que il ne faut pas remettre sous aucun prétexte les frontières héritées de la colonisation. Même si nous, panafricains, comme d'ailleurs Phil Lumumba, nous estimons que ces frontières artificielles qui existent, on devrait les dépasser sur le plan mental. C'est-à-dire qu'il considérait qu'un Togolais, un Rwandais, un Ougandais, c'est mon frère parce que c'est un Africain. C'est ça aussi l'idée panafricaniste. Mais cela n'empêche que les frontières qui existent, qui fait que le Congo était devenu un État, le Rwanda un État différent du Burundi, on doit le respecter, tout simplement. Donc, dans l'histoire, il fut un moment où on était ensemble avec eux, mais comment dirais-je, c'était, comment dirais-je, factuel. C'est quelque chose parce que l'Allemagne avait perdu la guerre. C'est pourquoi on s'est distribué, si vous voulez, le butin de guerre. Et on a donné à la Belgique d'être, en quelque sorte, le tuteur justement de ces pays-là. Ok, merci Président Bobo Laboué. On est en train d'évoluer. Vous avez voulu que nous puissions parler de la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les plans de droit, on peut dire que le Congo, c'est un pays souverain qui dépend de lui-même? La souveraineté, c'est le caractère d'un État qui n'est pas soumis à un autre État. Ça, c'est la définition, si vous voulez, quelque part. Ok. C'est ça la souveraineté. Et quand je dis que Lumumba se battu pour la souveraineté du Congo, parce que la volonté de balkaniser le Congo par la Belgique et les autres États existait. Aujourd'hui, cette volonté existe. Aujourd'hui, on voit très bien que notre souveraineté est menacée par le Rwanda. Pas seulement par le Rwanda, parce que quand on parle du Rwanda, il faut toujours voir derrière le Rwanda. Parce qu'il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a même l'enfant de Museveni qui appelle Kagame oncle. Oui. Alors, il y a une mutualisation de leur armée, ça pose problème. Ce que je sais, que derrière l'Ouganda, derrière le Rwanda, derrière le Burundi, il y a une volonté des multinationales anglo-saxonnes soutenues par leurs États qui ont décidé de piller le Congo, de baptiser le Congo. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ne sont que le bras armé utilisé par ces multinationales-là. Mais si aujourd'hui, nous voulons vraiment que notre pays soit vraiment souverain, comme Lumumba l'a souhaité, l'a voulu, s'est battu pour, ben, il faudrait justement qu'on arrive à arrêter court de vérité de l'Ouganda et de tous ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, une fois que j'ai fait une émission avec vous, je vous avais dit ceci. Okay. L'armée dans un pays, c'est la colonne vertébrale pour un homme. Lorsque votre colonne vertébrale est bien portante, vous resterez debout, tout droit. Mais quand la colonne est malade, vous serez incliné. Aujourd'hui, l'armée congolaise, qui est la colonne vertébrale de notre pays, est malade. Est malade pourquoi? Parce qu'on a une armée qui est infiltrée. Infiltrée à partir de fusions qu'on avait connues, de brassages qu'on a connus, de mixages qu'on a connus, et qui ont fait que les Rwandais,
les officiers rwandais, les officiers ougandais, même burundais, même érythréens, se retrouvent aujourd'hui au sein de notre armée. Avec une telle armée, effectivement, on ne peut pas être debout. Alors, on ne peut pas être debout à quand... Ce qui remet en cause notre souveraineté. S'il vous plaît, voilà pourquoi cette question suit. À quand réellement, dans notre histoire, que notre pays était infiltré? Il y a ceux qui accusent Mobutu et Kengo d'avoir ouvert les frontières pour que les Tutsis, les réfugiés rwandais entrent. Pensez-vous que c'est ça le début de nos malheurs? Non, moi je pense que ça remonte un peu plus loin, même s'il faut nuancer. Mobutu avait eu comme, je dirais, directeur de cabinet Bisengimana, qui fut un Rwandais. Déjà parti Bisengimana, il y avait eu infiltration. Mais la grande infiltration est arrivée avec Laurent Désiré Kabila. L'AFDEL. L'AFDEL, lorsqu'il est arrivé, soutenu par l'armée ougandaise, l'armée rwandaise et l'armée burundaise. L'AFDEL est arrivé ici. Et dans l'accord qu'ils ont signé, l'AFDEL avait, comment dirais-je, le contrôle du sol et du sous-sol congolais. Mais en même temps, on savait très bien que l'AFDEL était contrôlé par ces trois pays-là. Laurent Désiré Kabila était mis en avant, mais il n'avait aucune force, il n'avait pas une armée. Mais l'AFDEL, c'était l'Alliance pour la libération du Congo. Non, vous parlez... Tout à fait. Là, vous êtes en train de suer l'image même de l'AFDEL. L'AFDEL était venu pour nous libérer. La preuve en est, quand l'AFDEL entrait avec les Kadogo, c'est tout le monde qui était d'accord. On les donnait même de l'eau à boire, même à manger. Oui, c'est ça que je vais vous dire. C'est-à-dire que lorsque Kabila, Laurent Désiré, est arrivé, Laurent Désiré, c'est un grand maquisard, un grand révolutionnaire, un grand lumumiste. Depuis longtemps, il s'est battu. Il voulait réellement changer la situation. Mais le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ils ont mis au service de Kabila leur armée, leurs officiers. Les Kadogo qui étaient venus, ils étaient encadrés par 3000 officiers, Rwandais, Burundais et autres. Donc Kabila, il prend le pouvoir ici. Mais Kabila, c'était pas lui qui devait prendre le pouvoir. On allait nous imposer Bouguera. Raison pour laquelle Kabila, en pleine nuit à Lubumbashi, il s'est autoproclamé président. Il a fait un coup d'État dans cette histoire-là. Il prend le pouvoir. Mais Kabila était complètement encerclé par l'armée rwandaise, à tel point que son secrétaire particulier, une dame rwandaise, le chef d'état-major, Kabarebe, rwandais. Donc tout son entourage était composé que de Rwandais. Lorsque le feu Étienne Tshisekedi est parti rencontrer Kabila, il a raconté qu'il n'y avait que des Rwandais autour de Kabila. Donc, Kabila était parti de bonnes idées, comme ce fut le cas avec, comment dirais-je, au Cuba, avec Castro. Castro est arrivé au pouvoir soutenu par des forces, comment dirais-je, du progrès. Entre autres, Che Guevara, qui n'était pas cubain, mais il était venu avec, comment dirais-je, Castro. Il a même occupé des postes comme ministre de l'Industrie. Donc, pour Kabila, en venant avec ces forces-là, il se disait que c'est les progressistes, ils sont venus pour m'aider. Mais arrivé sur le terrain, ces progressistes avaient un autre agenda. Et lorsque Kabila a compris cela, il a demandé à ses forces de rentrer chez eux. D'où la guerre le 2 août 1998 avec le RCD Goma. Mais déjà, il y a eu infiltration. Lorsque vous avez un chef d'état-major qui est rwandais, ça dit déjà tout. Voilà. Donc l'arrivée massive dans notre armée a commencé justement par Laurent Désiré Kabila. Lorsque Kabila a chassé les Rwandais, parce qu'ils avaient chassé après le 2 août, ils étaient tous partis. Mais arrivés à Goma, ils ont pris un avion jusqu'à Matadi, comment dirais-je, à Kitona, et ils ont commencé à progresser pour venir chasser Kabila du pouvoir. Heureusement que Kabila avait signé d'accord avec l'Angola. L'Angola a intervenu, partant de Kitona, et on les a complètement anéantis, et le pouvoir de Kabila a été sauvé. Mais déjà à cette époque-là, il y a eu infiltration de l'armée rwandaise. Mais pire, lorsque le RCD Goma, de Zaïd Ngoma, de Roubero et les autres, ils nous ont attaqués, nous sommes partis à Sam City, parce que le pays était divisé en trois. Il y avait le Rwandais,
avec Zaïd Ngoma et Rouberois. Il y avait les Ougandais avec Jean-Pierre Bemba. Donc chacun occupait, comment dirais-je, une partie du territoire. On arrive à Sam City. On discute, on dit que bon, on va faire la paix. Mais puisque personne n'a gagné la guerre, tout le monde va diriger. On a mis en place 1+4. Un président avec 4 vice-présidents. C'est là où les Rwandais ont infiltré complètement notre armée. Parce que le RCD Goma, tous les officiers du RCD Goma étaient des Rwandais. Donc, vous parlez qu'Azarias, dans le devoir de mémoire, il a pour quelque chose dans notre pays. Donc, il est parmi les mâles piquants de notre gestion. Mais je suis en train de dire que notre armée, ça partit de Sam City, qu'on avait fait d'abord la fusion. C'est que l'armée de Rwandais, dirigée par Rouberois, Zaïd Ngoma, tous les autres là. Zaïd Ngoma n'avait pas l'armée quand même, c'était une opposition. Il était un des présidents justement de RCD, okay. RCD Goma. Donc ils ont injecté leur force militaire dans l'armée. Mais l'histoire prouve que Tshisekedi aussi avait accepté ces deals. Il était même parti au Rwanda, voir Kagame. Donc, il avait accepté, c'est ça aussi l'histoire. Il ne faut pas seulement voir... même au Rwanda, oui. on a, comment dirais-je, mis le tapis rouge, tout ça, c'est l'histoire. Mais vous pointez Azarias, mais le vôtre, l'opposant historique. Donc, non, mais on va arriver chez lui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur du secret logique. Okay. Mais je vais se dire qu'au niveau d'armée, l'infiltration en rapport avec votre question, ça a débuté ou bien ça a pris de l'ampleur à partir de Sam City. C'est là où on a mis en place les forces armées de la République démocratique du Congo, composées de militaires de RCD Goma, essentiellement de Rwandais, composées de militaires Jean-Pierre Bemba, avec les Ougandais et aussi les Burundais. C'est à partir de ces moments-là que notre armée est devenue pas infiltrée, mais infectée. Voilà, l'armée congolaise infectée, Kabila fait 18 ans, mais quand même, il a laissé notre armée à 10e position en Afrique. C'est quand même le prouesse. À l'époque de Kabila, le M23 n'existait plus. Mais aujourd'hui, le M23 a refait le surface. C'est parce qu'il y a un mauvais leadership ou c'est parce que c'est dans les dessins du Congo, le Congo doit toujours avoir des problèmes. Vous savez, je reviens sur votre question. Je parlais de Sam City. Mais attention, après Sam City, il y a eu le CNDP de Koudabantoire. Koudabantoire, c'était un général congolais. Qui avait nommé général? Joseph Kabila. Il y a eu Bosco Tangana, général congolais. Mais quand on l'a arrêté à la CPI, il a dit qu'il était rwandais. Qui c'est qui a nommé général? Joseph Kabila. Et vous verrez que Joseph Kabila, à son tour, il a favorisé justement notre soumission face au Rwanda. Et vous savez pourquoi? Je pense qu'il faudrait que les Congolais le sachent. Ok. Le roi de Joseph Kabila, quand il est arrivé, il avait signé des accords avec le Rwanda. On ne va pas faire de toi un président comme ça pour tes beaux yeux. Nous, on va vous aider à prendre le pouvoir, mais voici nos conditions. Vous allez nous donner les terres, et ainsi de suite. Parmi ces conditions, nous, les accords de l'Émirat. Nous, on va prendre 300 km² partant de nos frontières. Kabila, comme rebelle, il avait accepté le deal. Mais il devient président, il dit que je ne peux pas trahir. Il ne faut jamais trahir la patrie. J'ai signé quand j'étais rebelle. Maintenant, devenu président, je ne vois pas comment appliquer ces accords. Dans les combats des autres, on peut dire que c'est logique, parce que quand vous signez un accord, ils ont fait couler leurs sang avec leurs enfants, leurs soldats, ainsi de suite. Vous arrivez à la fin, et vous changez votre Kazakh, donc la réclamation est légitime en quelque sorte. Raison pour laquelle ils ont tué Kabila. Mais avant de tuer Kabila, il fallait absolument le remplacer par une personne qui devait accepter le deal refusé par Kabila. Et cette personne, c'est Joseph. Joseph a accepté le deal. Ce qui fait que, pendant les 18 ans de règne de Joseph, la guerre à l'Est ne s'est jamais terminée. La balkanisation a pris du terrain. Parce qu'à chaque fois qu'on tue... Comment ça? Parce que jusqu'aujourd'hui, Kabila, quand il a quitté le pouvoir, il a laissé un Congo uni.
Non, non, je veux dire que ne pensez pas que les théories de Béni ou le 1-23 ou le coup d'aventure, c'est Félix. Non. Félix est venu trouver la situation, mais on va venir sur Félix. Mais pour dire seulement que le deal que Kabila avait refusé, Joseph avait accepté justement, comment dirais-je, de l'accomplir. C'est pourquoi pendant 18 ans de son règne, à l'est du pays, on n'a jamais connu de paix. Toujours des massacres, toujours des massacres. Maintenant, Kabila doit quitter le pouvoir parce qu'il a fait ce 2 mandats. Mais remplacer Kabila, il faut le remplacer par quelqu'un qui continuerait ce deal-là. Et ça ne serait pas Fayoulou. Ce n'est pas vous. Quelqu'un qui devait accepter le deal. Le deal, c'est quoi? Cette partie du territoire devait être contrôlée par le Rwanda. Et quelqu'un a accepté. L'actuel président. Non, non, il ne faut pas dire ça, parce que moi, je l'ai suivi. Il dit qu'il ne va pas trahir les Congo. Il se bat pour que la guerre cesse à l'Est. Il s'est senti président jusqu'à ce que cette guerre va prendre fin. Et la preuve, vous voyez les efforts et la diplomatie agissante qu'il est en train de faire. Il y a quand même des résultats patents, selon plusieurs sources. Vous savez de le faire. Un homme politique, on ne le juge pas par le discours, par le fait. Il faut voir le fait sur le terrain. Moi, je prends un exemple. Okay. Parce que vous me parlez de la diplomatie agissante. Aujourd'hui, nous sommes membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Bien. Aujourd'hui, il y a eu des accords signés pour que vous mettiez en place une force militaire régionale. Qui va venir. Burundi, l'Ouganda, Tanzanie, Sud-Soudan et... Oui, mais Congo. Le Congo a demandé à ce que le Rwanda n'en fasse pas partie. Et le chef de l'État l'a dit lors de son discours. Il a exigé et puis il a obtenu. Non, il ne faut pas dire qu'il a obtenu. C'est ce qu'il a dit. Parce que nous, on a suivi le communiqué final. Dans le communiqué, si vraiment il avait obtenu ce qu'il avait exigé, on devait écrire dans le communiqué final que voilà, voici les pays qui feront partie de cette force-là. Mais le Rwanda n'est pas là. Le Rwanda n'est pas là. Qui vous dit que le Rwanda n'est pas là? Mais le chef de l'État l'a dit. Mais c'est sa parole, c'est pas parole d'évangile. Comment lui sait que les soldats rwandais ne seront pas là? J'ai suivi également Patrick Mouyaya, qui est le ministre de la communication, et il est en charge du gouvernement, et il a confirmé. Ça, c'est des sources officielles. Mais je suis en train de vous dire ceci. Si c'était vraiment officiel, de communiquer selon la fin des travaux, 3e convention qui s'est finie à Nairobi, devait de dire clairement que le Congo, d'ailleurs, pour votre information, vous le savez, étant des journalistes, on n'a jamais cité le Rwanda. On n'a pas reconnu le Rwanda comme agresseur. On n'a jamais cité le 1-23 là-bas, à Nairobi. On a même cité le 1-23. Mais nous, on a fait du fait que le Rwanda ne fasse pas partie de cette force-là, une affaire de l'État congolais. On a parlé de 1-23. Le 1-23 n'a jamais été cité. Le Rwanda n'a jamais été cité. On nous dit que voilà, le Rwanda ne fera pas partie. Il fallait qu'on l'écrive. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Okay. Les pays qui vont venir là-bas, aujourd'hui, on a la MONUSCO. Ça fait plus de 20 ans la MONUSCO est là-bas. Ces pays qui vont venir dans cet espace-là, ils vont rester combien de temps? Ils vont venir avec quelle force? Non, jusqu'à ceux qui vont pacifier l'Est, qui est la paix totale. Donc ça peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne connaît pas la date, comme MONUSCO a fait déjà 20 ans. Mais je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, le Rwanda, qui signe les accords avec l'Angleterre pour que les soldats afghans qui ont fui pas les soldats, les réfugiés. Les réfugiés, mais composés de beaucoup de militaires. Ok, selon vous. De formation. De beaucoup de militaires. Ils vont venir au Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'espace pour mettre tous ces gens-là. Ils viendront dans cette partie démilitarisée. Et dans cette partie démilitarisée, vous savez ce qui va se passer? Ils vont construire là-bas. Il y aura une nouvelle population qui va arriver. Et je vous dirais que le plan de la balkanisation est arrivé ça. Comment ça? Parce que si vous prenez le Sud-Soudan, vous prenez l'Ouganda, il n'y a pas assez de gens qui ont la peau blanche, donc ça serait facilement, on peut remarquer que s'il y a je veux dire que ce n'est pas quelque chose de peau blanche. Je veux dire que lorsque une population arrive, il reste pendant 20 ans. Le micro. Pendant 20 ans. Ils font des enfants, ils sont chez eux, tout cela. Mais demain, ils peuvent demander de mettre en place un référendum d'autodétermination. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Donc vous pensez que Nous pensons c'est que un danger pour la République, un ces grand accords danger. s'il y a entre la RDC et ces pays de Nous West-Afrique pensons que c'est un grand danger qui est l'armée. régionale. Ces armées-là viennent s'installer chez nous. Nous pensons que pour un pays, lorsque vous commencez à sous-traiter votre sécurité, le pays ne va plus. Nous pensons que notre armée est à même de faire ce travail-là. Notre armée... Mais vous parlez d'une armée infiltrée, mais au même moment, vous dites que notre armée est capable de le faire. Comment avec une armée infiltrée? C'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe dans l'armée. Il y a des infiltrés. Mais il faut faire partie des infiltrés. Il faut faire des nouvelles forces. On ne chasse pas les gens comme ça dans l'armée, il faut être stratège. Non, on ne chasse pas, mais on fait un travail. On prend, on audite. On fait un audit. Vous êtes, comment dirais-je, officier de l'armée congolaise. Mais vous venez d'où? Votre parcours. Si on se raconte que vous avez été soldat de la paix, de force rwandaise, mais on vous met de côté. Il y a un travail à faire. Tout simplement. Mais plus que tant que cette armée, ces infiltrés seront là-bas, on ne pourra pas gagner une guerre sérieuse contre le Rwanda. J'ai suivi le président rwandais, Paul Kagame, dans une vidéo où il disait que lui et le président Uhuru Kenyatta, le président kenyan, ils ont demandé au président Félix d'accepter le M23, de les intégrer, parce qu'ils sont en train de réclamer la terre, les Rwandais d'origine congolais. C'est ce que le président Kagame a dit. Pensez-vous, parce qu'ils ont déjà fait les enfants ici, ils ont plus de 30 ans, plus de 40 ans, pourquoi ne pas les accepter? Le monde est devenu un village. Parce que vous savez, quand vous partez en Belgique, il y a beaucoup de Congolais qui habitent Matongé. C'est un quartier Matongé. Ils ont fait 50 ans, 60 ans. C'est pas pour autant que Matongé doit les revenir. Vous êtes réfugiés politiques. Si, c'est... Parce que le problème, c'est quoi? Le 1-23 n'existait pas. Le 1-23, c'est des Rwandais, tout simplement. L'accord du 23 mars. Mais l'accord du 23 mars a été signé par qui? A été signé par, comment dirais-je, mais Kunda Batouale, mais c'était à l'époque où Mouzito était Premier ministre. Mouzito, il est avec vous dans la Mouka. Il pouvait bien vous expliquer. Est-ce que vous ne lui avez pas jamais posé cette question, qui vous donne assez les détails, parce qu'il était Premier ministre quand même, chef du gouvernement. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous siégez avec l'un nous sommes en train de parler ici des problèmes trop sérieux. Voilà pourquoi je pose la question. Qui concerne l'État, qui concerne la vie. Mouzito est avec vous. Il était le Premier ministre. Il savait les tenants et les aboutissants de ces accords du 23 mars. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Je vais vous répondre. Ok. Les choses sont tellement sérieuses. Nous sommes en train de parler de l'avenir et du devenir du pays. Le pays a une superficie de 2 345 000 km². On risque de se réveiller un bon matin, on se retrouve avec 2 millions ou 1 500 000. Parce que notre parti est parti justement chez nos voisins. Donc quand on parle de ces sujets-là, ça dépasse, comment dirais-je, Mouzito ou non. C'est pas Mouzito. Nous les journalistes, on a besoin de l'information, président Bobo Laboué. Nous vous avons reçu, vous êtes un haut cadre de la Mouka, vous siégez avec Mouzito, vous faites des réunions pour l'avancement de la RDC. Oui. Mais ces problèmes étaient épineux pour la République démocratique du Congo. Lui, il est la personne la mieux placée de vous expliquer. Quand nous vous reçoit, nous avons la bonne source, mais j'ai l'impression que cette question vous dérange. Pas du tout. Pas du tout. Alors qu'est-ce que voulez-vous que Mouzito nous explique? Parce qu'il était le Premier ministre. Il était le Premier ministre. Oui. Parce que vous dites que cet accord du 23 mars, c'est parmi les nez du problème. Oui. Est-ce que vous avez eu le courage de lui poser la question, monsieur l'ancien Premier ministre, voilà le problème que le M23 nous pose, quel était le contenu de ces accords? C'est ça la question la plus simple. Je vais vous répondre. Ok. Là, on parle de 1,23. Je vous réponds, on parle de 1,23. Mais moi, je vais vous dire ceci. Nous avons affaire avec le Rwanda, qui est venu avec l'AFDEL, qui est venu avec les RCD Goma, qui est venu avec les CNDP de Koudabantoire, qui est venu avec le 1,23
tout dernièrement, qui demain risque de venir avec une autre structure. On connaît les joueurs et son jeu. C'est toujours la même procédure. Maintenant, que ce soit Mouzitou ou quelqu'un d'autre, le problème, c'est pas Mouzitou. Le problème, c'est que le Rwanda continue toujours à se jouer de nous. Le Rwanda continue à être un problème pour le Congo. Donc, arrivé à un certain moment, il faudrait que les Congolais comprennent. Tant que, comme d'ailleurs disait Mouzitou lui-même, parce que vous l'avez cité, tant que le Congo ne sera pas capable de faire la guerre contre le Rwanda, cette situation continuera à persister. Alors, si... Maintenant, sur Mouzitou. Alors. Mouzitou était Premier ministre. Comme vous le savez, dans ce pays, Premier ministre de qui? De Kabila. Vous voulez dire quoi? Kabila, mais je veux dire quoi? Kabila, c'est lui l'homme orchestre. C'est lui qui tire toutes les ficelles. Mouzitou avait acheté autant de maisons, ce n'est pas parce que Kabila était derrière lui. Mais il était Premier ministre, il avait le pouvoir de tout faire. Il ne faut pas les dédouaner, c'est l'histoire, professeur. Les accords signés avec le Rwanda, comme ceux qui viennent de signer Félix, tous les accords signés par Kabila, ça ne passe jamais par le Parlement. Jamais. Le Premier ministre n'est pas au courant. Memboso, j'arrive. Memboso a dit récemment ici qu'ils ont le contenu de ces accords. Moi, je vous donne les sources officielles. Mbosso devait être poursuivi. Parce que lui, il connaît les rebelles. Il connaît ceux qui tirent le ficelle. Il les connaît. Il n'a qu'à apporter plainte ou à mettre tous ces gens devant la justice. Vous faites allusion